Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, j'invite un responsable de la Confédération paysanne. J'invite Thomas Gibert, agriculteur en Haute-Vienne. Donc il va se présenter avec son exploitation et puis il va nous parler. On va démarrer directement dans le vif du sujet parce que c'est ce qu'on disait ensemble, l'économie politique, la situation très préoccupante pour beaucoup de familles d'agriculteurs. Donc je donne la parole à Thomas qui se présente puis qui va embrayer puisqu'il connaît bien les problématiques agricoles au sein de son syndicat Confédération paysanne. À toi Thomas. Eh ben bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, oui, bah moi je suis paysan au sud de la Haute-Vienne, à Coussac-Bonneval. Je suis maraîcher sur une ferme collective en polyculture élevage. On est 8 associés pour 13 équivalents temps plein pour à peu près 17 personnes qui travaillent sur une ferme d'une centaine d'hectares. On produit du pain, de la bière, on a des chèvres et des vaches en lait, transfo, fromage, viande de bœuf et légumes du coup. Et donc je suis secrétaire national de la Confédération paysanne. Et donc bah, comme tu l'as bien présenté, moi je voulais qu'on parle un peu d'économie politique et de notamment de la question du revenu agricole, du revenu paysan, qui est selon nous quand même la question centrale de la crise agricole qui est encore en cours, hein, est loin d'être terminée, même si il n'y a plus de mobilisation dans les rues. Évidemment, la question est bien évidemment encore complètement d'actualité. Et nous, ce qu'on pense, c'est que il y a une volonté un peu du gouvernement, un peu avec notamment les autres syndicats aussi, de montrer du doigt la question des normes environnementales qui freineraient le revenu. Et nous, ben, on n'est clairement pas d'accord avec cette analyse-là. Nous, on pense que si il y a bien quelque chose qui freine le revenu, c'est la question de la concurrence du marché du marché international qui tire toujours plus les prix vers le bas. Nous, on pense que la question du revenu, elle est intimement liée au prix. Et cette question du prix, elle est forcément, elle est liée à plusieurs mécanismes. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait cette question du libre-échange qui nous met en compétition sur le marché international avec les paysans et les paysannes du monde entier, qui a qui a pour effet en fait de toujours tirer les prix vers le bas, mais aussi de tirer les normes environnementales vers le bas. Parce que du coup, pour pouvoir produire à moindre coût, il faut absolument du coup toujours utiliser plus d'intrants, de pesticides, toujours plus d'engrais chimiques, etc. Ce qui va complètement à l'opposé de la question de l'autonomie et et aussi des questions de souveraineté, puisque on est évidemment pas du tout on importe énormément de ces intrants et ça nous met complètement à la merci de l'agro-industrie et bien sûr, se marge énormément, que ce soit au niveau de l'amont, donc des engrais, des pesticides, mais aussi de l'aval, avec la question de la grande distribution, de l'agro-industrie, qui se servent aussi de ce côté-là. Nous, on pense que euh, la question des normes environnementales, c'est un leurre. On pense que jamais on sera compétitif sur le marché international, même si on libère ce qui est un peu l'idée un peu qui est en vogue en ce moment, même si on libère absolument toutes les normes environnementales. Il y a bien, ce serait complètement omettre qu'il y a bien d'autres avantages comparatifs
qui entrent en jeu dans la compétition. Et notamment, je sais pas, on peut en prendre deux par exemple. Il y a les avantages comparatifs liés à l'agronomie. Par exemple, la Nouvelle-Zélande produit à bien moindre coût de la viande et du lait parce que bah, là-bas c'est un peu le paradis de l'herbe. Hein, il en pousse énormément. Et donc, on se retrouve en concurrence directe avec de la viande et du lait de Nouvelle-Zélande, ce qui est quand même complètement incohérent de faire importer de la viande de l'autre bout de la planète alors qu'on est capable de la produire localement. Et ensuite, second avantage comparatif, c'est la question de la rémunération du travail paysan. Par exemple, sur les pommes, on pourra autoriser tous les pesticides possibles et inimaginables. On ne sera jamais compétitif avec le coût du travail, voilà, d'Europe de l'Est, et donc croire que l'abaissement des normes sociales et environnementales permettrait d'obtenir un revenu décent pour les paysans et paysannes, c'est un leurre, c'est un jeu de dupes, mais surtout c'est une impasse mortifère. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que bah, les premiers touchés de l'application des pesticides, c'est les paysans et paysannes. Ce serait quand même dingue de mettre sous le tapis les milliers de cancers liés à ces applications de pesticides, etc. Et puis, c'est aussi ce qui détruit notre outil de travail, quoi. On arrache les haies, enfin, l'érosion des sols, la perte de fertilité des sols, les aléas climatiques dus au dérèglement climatique, tout ça, en fait, c'est nous qui les subissons en premier lieu. Et donc, clairement, euh, abaisser les normes environnementales, alors même que c'est ce qui permet de répondre à toutes ces problématiques-là, ce serait clairement se tirer une balle dans le pied. C'est une réponse, effectivement, à court terme. On a l'impression que c'est une réponse, puisque, effectivement, en fait, quand on est dans une précarité telle qu'est la profession agricole, aujourd'hui, du fait d'un prix bien pas suffisant, lorsqu'on a des normes environnementales qui viennent s'ajouter à ça, elles sont mal vécues. Mais le problème, c'est pas la question des normes environnementales, c'est la question du prix de nos productions, quoi. Donc ça, c'est hyper important de bien sortir de l'esprit que ça ne changera rien sur notre condition, bien au contraire, ça détériorera nos conditions de travail. Et en plus de ça, quand on regarde un peu les enquêtes du monde agricole par rapport à ces questions environnementales, il y a la grande consultation du Shift Project qui disait qu'il y a 83% des paysans et des paysannes qui sont prêts à faire cette transition agricole. Donc il y a vraiment une... Jean-Marc Jancovici, Jean-Marc Ouais, c'est Jancovici. ça. Oui, oui, Ouais. qu'on connaît parce qu'on travaille avec un peu, nous. Et donc, il y a vraiment une volonté de la part du monde paysan de faire cette transition-là. Et quand on leur demande, il y a une enquête aussi de l'INRAE qui nous a été présentée par l'INRAE, qui disait que la question des normes environnementales, elle a été mise en avant que par 7% des paysans et des paysannes comme cause de la crise agricole, alors qu'il y avait des choix multiples, quoi. Donc, il y a que 7% des paysans et des paysannes qui Oui. disent que... Donc, en fait, on est un peu en train de se dire, mais euh, comment ça se fait que le syndicat majoritaire et la coordination rurale, d'ailleurs, hein, se battent absolument pour l'abaissement de ces normes. C'est au service de qui, en fait? Pour nous, clairement, il faut se poser cette question-là. Pour nous, les dirigeants de la FNSEA, par exemple, trahissent leur base. Et ils ne servent que leurs propres intérêts qui, selon nous, sont intimement, enfin, ont des intérêts avec l'agro-industrie et le fait que ce système libéral perdure, quoi. Alors, dans les autres syndicats, on va peut-être en parler un peu, mais il y en a qui demandent l'alignement des normes, qu'on ait tous les mêmes normes en Europe, et il y en a d'autres qui demandent l'abaissement des normes. Mais la FNSEA, à travers ses structures, à travers Unigrain, Groupe Avril et InVivo,
ils sont partie prenante, donc ils sont pour ce modèle, voilà. Mais comme tu l'as bien résumé, la mondialisation, c'est la théorie de Ricardo des avantages comparatifs qui tue les paysans. Les normes, effectivement, bon, ils font un slogan avec ça. Si on est sur du mouton, de la vache allaitante ou même en vache laitière, sur des modèles extensifs, on n'a pas de normes. Quand on est quasiment tout en prairie, on a les mêmes normes qu'un Néo-Zélandais ou un Irlandais. Sauf qu'on peut pas passer. Parce que, bon, il y a des pays dans le monde, c'est bien que tu aies parlé des normes, parce que les gens pensent tout de suite au phyto. Mais il y a le travail des enfants. Il y a le travail des retraités. Moi, je les appelle les dermatos, les retraités qui font des équivalents temps plein et qui prennent la place d'un salarié et ça rentre pas dans le coût de production. Bon, on peut supprimer toutes les normes, on peut supprimer l'administratif. Il y a des pays à 200 euros le SMIC dans le monde. Donc, à 200 euros le SMIC, qu'est-ce qu'on fait? C'est impossible. Mhm. Donc, c'est un faux débat, ça. Et donc, du coup, nous, pour répondre à ça, on a des propositions politiques Oui, qui vas-y. sont évidemment la sortie de l'ensemble des traités de libre-échange, La qui, sortie selon des traités, d'accord. sont mortifères pour les paysans du monde entier. Et on a une proposition qui est un peu novatrice dans la question de la régulation du marché international, qui est la proposition des prix minimums d'entrée. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est les prix minimums d'entrée? L'idée, c'est qu'il n'y a aucune production qui n'entre sur le territoire français en dessous des coûts de production français. L'idée, c'est que c'est pas la même chose que des droits de douane. Une proposition qui permet en fait d'éviter d'être en concurrence avec les productions des autres pays. Donc, il permet de relocaliser la production puisque du coup, on retrouve un coût qui permet de rémunérer correctement le travail paysan. Mais à la fois, c'est une proposition qui n'est pas dans le repli sur soi. Je Euh, et comprends. c'est-à-dire que donc elle n'empêche pas le commerce. Non, non, On peut il y a pas de continuer à frontière. commercer, Il n'y a pas de frontière. Ça ressemble à la mais charte de la Havane, hein. La charte de la Havane, c'était l'OIC, l'Organisation internationale du commerce. Ça n'a pas été ratifié par le Sénat américain. Donc, c'est le GATT qui a pris le pas, puis l'OMC. Mais ça ressemble, ce que tu dis, à la charte de la Havane. C'est ça, c'est ça, bah, l'idée, c'est que du coup, vu que la concurrence, et puis vu que la concurrence ne se fait plus sur la question du prix, c'est ça. ça va permettre aussi que la concurrence se fasse sur la qualité du produit, le mode de production. Et du coup, plutôt que à chaque fois quand il y avait des traités de libre-échange où à chaque fois on tirait toujours plus vers le bas les normes environnementales et sociales, là, au contraire, vu que la compétition elle va se faire là-dessus, ça va permettre de tirer toujours plus vers le haut les productions. Et du coup, ça va permettre d'améliorer les conditions de travail dans l'idée de les conditions de travail des travailleurs et travailleuses des pays exportateurs, Tout à fait. d'améliorer les normes environnementales, etc. Et nous, on pense que cette proposition, il faut qu'elle se fasse à l'échelon national. Parce que clairement, par exemple, quand on regarde les fruits et légumes, on se rend bien compte que la compétition, elle se fait de manière intra-européenne. Bien sûr. Et donc, pour pouvoir récupérer en fait la souveraineté alimentaire, hein, aujourd'hui, on importe plus de 50% des fruits et légumes en France. Oui, oui, je sais bien. Donc, on pense qu'il faut que ce soit fait à l'échelon national, et ce qui permettrait de stopper aussi cette hémorragie de producteurs de fruits et légumes en France qui est catastrophique du fait d'un prix qui est clairement pas suffisant. C'est Euh, ce qui avait été démontré par les économistes en 47 qui avaient travaillé sur la charte de La Havane, c'est que on laissait des pays exporter comme ont fait les Allemands beaucoup trop, quand il y a un déséquilibre entre des pays qui exportent trop et d'autres qui sont déficitaires, ça crée des inégalités et ça fait descendre la pauvreté il y a des pays émergents qui sortent légèrement de la pauvreté, mais ça crée de la pauvreté chez tous les autres pays. En fait, ça hmm, déséquilibre la balance des paiements. Donc la solution, c'est bien quand même le prix minimum, comme on le dit, hein. Sans ça, hmm. avec une gestion des volumes, tiens, on a oublié de parler de la gestion des Oui, volumes. Parce que faut toujours coupler avec la gestion des volumes. les paysans travailleurs, de mémoire, peut-être le MODEF, on avait parlé avant, mais le paysan travailleur, dans les années 80, étaient les premiers à parler des quantums. C'était pas les quotas. Hmm. Il appelait ça les quantums. Bon, bien sûr, au départ, tout le monde en a rigolé, quoi. En tout cas, nous, on pense que aussi on est dans une fenêtre politique
voilà, où il y a un peu la fin de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme à l'international. Et bon, pour le pire, hein, pour l'instant. Oui, Pour l'instant, c'est via Trump qui impose de manière hyper agressive des droits de douane oui, sans oui, mais réfléchir aux pas, oui, conséquences. mais Mais je en tout peux, cas, on est dans un moment où il y a une remise en cause un peu de ce oui, dogme du libre-échange, de cet imaginaire autour de la main invisible qui viendrait réguler le marché, etc. Et donc, c'est le moment, selon nous, de mettre en avant des propositions tout à fait. voilà, plus internationalistes et solidaires entre les travailleurs et travailleuses de tous les pays. Et donc, pour nous, les prix minimum d'entrée sont clairement une proposition qui pourrait permettre d'aller dans le sens de la souveraineté alimentaire des pays et dans le sens de la souveraineté alimentaire de la définition dont nous l'entendons, à savoir celle de la Via Campesina Oui, qui est bah, les fondateurs de cette notion-là de souveraineté alimentaire, qui est le droit des peuples à décider de leur politique agricole et alimentaire c'est ça. sans dumping vis-à-vis des pays tiers. Et ça, c'est hyper important. Très Parce que, en important. fait, le problème du libre-échange aussi, c'est que il y a des énormes soucis de dumping où des pays enfin, dont la France a fait partie hein, va exporter des productions qui sont subventionnées dans des pays dans des pays du Sud hein, notamment et ça va clairement détruire Tout à fait. les agricultures de ces pays-là qui ne peuvent pas faire face à cette concurrence avec ces productions qui arrivent sur le marché à un prix tout à fait en dessous de celui que eux peuvent produire, quoi. Et donc aujourd'hui, la question de la régulation du marché international, selon nous, elle doit être absolument prioritaire et ne se fasse pas de manière individualiste comme le proposent les libertariens américains et sud-américains, mais bien une régulation avec une vision de solidarité internationale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les agitations de Trump démontrent que le modèle fonctionne pas. Parce qu'il cherche, bon, des taxations des droits de douane, mais ça démontre qu'il veut protéger, il a perdu son industrie, il a perdu les États-Unis, ça démontre que le système fonctionne pas. Et si on veut démontrer qu'il fonctionne pas, nous, on a plus de 2 morts par jour de suicides. Il n'y a pas qu'en France, ça se suicide en Allemagne, en Hollande, partout. Et il y a toujours quand même plus d'1 milliard de personnes qui meurent de faim. Donc, le système, on peut pas dire qu'il fonctionne. C'est pas possible. Il fonctionne pas. Et ça, oui, et puis même en France, en fait, le système ne fonctionne Ah pas. ben non, il Aujourd'hui, fonctionne pas. il faut bien se rendre compte que il y a 7 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire chaque année en Exact. France. Donc enfin voilà, il y a 10% de la population qui bénéficie de cette aide alimentaire. Il y en a 2,5 millions qui en ont besoin de manière quotidienne. Donc on est aussi face à une situation qui est bah, clairement terrifiante. Il faut se rendre compte de ce que c'est que d'aller faire la queue pour avoir de la nourriture parce qu'on n'arrive pas à nourrir sa famille, montrer des papiers pour prouver qu'on est suffisamment pauvre pour pouvoir Ouais. avoir accès à cette alimentation qui, en plus de ça, euh, est constitué de surplus de l'agro-industrie qui est obligé de surproduire pour pouvoir achalander toujours plus les rayons de la grande distribution, etc. Et nous, quand on s'est un peu penché sur la question, on s'est rendu compte, en plus de ça, que l'aide alimentaire était défiscalisée. Et donc aujourd'hui, la défiscalisation de la surproduction, elle fait partie intégrante du prévisionnel économique de l'agro-industrie. Et donc on fait le constat un peu terrifiant que l'agro-industrie a besoin de pauvres
pour être rentable. Et de manière massive, quoi. Quand on voit 10% de la population qui a accès chaque année, c'est de manière extrêmement massive. Et donc, euh, nous, effectivement, du point de vue paysan, aujourd'hui, on demande une augmentation du prix de nos productions, mais on sait pertinemment que cette augmentation du prix, elle va être compliquée à mettre en place, sachant qu'aujourd'hui même, très peu de personnes peuvent avoir accès à une alimentation de qualité, puisque déjà, il y a très peu de personnes qui peuvent avoir accès à une alimentation sans aide alimentaire. Mais je crois qu'il y a 42% de la population qui ne choisissent pas, qui ne sont pas contents de l'alimentation et pour des questions de revenus, pour des questions d'accessibilité. Et donc, à la Confédération paysanne, il y a plusieurs paysans et paysannes qui ont fait ce constat-là et ils se sont mis à réfléchir à une proposition politique pour pouvoir rendre accessible l'alimentation, puisque il y a ce constat d'une part, et d'autre part, nous, enfin, les paysans qui produisaient, voilà, qui essaient de produire un peu en agriculture paysanne, donc il y a on a fait le constat qu'il y avait une alimentation à deux vitesses, puisque ceux qui allaient plutôt dans les magasins bio, dans les AMAP, etc., c'était plutôt des classes moyennes et supérieures, plutôt aisées. Et d'autre part, les pauvres qui allaient chez Lidl ou qui avaient accès à l'aide alimentaire. Et donc, nous, là, Sachant que cette alimentation-là est plus riche en oméga 3 et en oméga 6. Mais alors le problème, c'est que l'agriculture dite industrielle, hein, des élevages de porc ou de volaille, elle est subventionnée, elle est payée par les impôts des Français. Chaque contribuable français, c'est sûr. 53 millions d'adultes, donne à peu près l'équivalent du salaire médian sous forme d'impôts indirects parce que le gouvernement, les gouvernements, avec la FNSEA, financent ce modèle-là, Mm. finance bah, tout ce qui est industrialisation. Donc c'est pour ça qu'on en est là. En fait, le prix, il est faussé. Si on affichait le vrai prix de la salade et de la côte d'agneau dans les modèles industriels, les gens seraient surpris, hein. Très Mm. surpris. Et donc, juste notre proposition par rapport à ça, c'est l'ouverture d'un cinquième volet de la Oui, sécurité sociale, la sécurité sociale de l'alimentation. voilà. L'idée serait que tout le monde ait une carte de sécurité sociale de l'alimentation sur laquelle serait crédité 150 euros par mois Oui. qu'on pourrait aller utiliser dans des magasins agréés dont le contenu serait décidé de manière démocratique. L'idée, c'est de mettre de la démocratie alimentaire, donc que les personnes puissent décider de leur alimentation. Et donc, l'idée, ce serait qu'il y ait des caisses locales avec des personnes qui seraient tirées au sort, et un peu comme sur le même principe que la Convention citoyenne pour le climat. Je sais pas si tu te souviens, c'était Si, si, le Macron qui avait fait ça après les Gilets jaunes. tout à fait. Ouais. Et donc, l'idée, c'est que, il faut que les citoyens puissent décider en connaissance de cause. Donc, on va financer du temps à ces personnes-là pour qu'ils puissent faire leur enquête et voilà, prendre en main la question de l'alimentation et décider de quelle alimentation ils ont envie. Et quand on a vu ce qui s'est passé pour la Convention citoyenne pour le climat, on s'est rendu compte que les personnes qui ont bossé sur ces sujets ont sorti des propositions très radicales, enfin assez radicales et très en phase avec ce que nous, on pourrait porter, quoi. Oui, Et donc, nous, on a clairement confiance en la démocratie. On se dit que il faut que les personnes puissent choisir en connaissance de cause. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on s'imagine que les gens choisissent leur alimentation, il faut s'imaginer qu'on est bombardé en permanence par de la publicité, ah de bah oui. l'agro-industrie, etc. Et que pour nous, il y a un gros problème de démocratie avec ça. C'est pour nous, c'est de la propagande politique aussi la pub, hein. Oui, non, je sais, bien. Donc on se retrouve un peu. Et donc, Euh, avec cette sécurité sociale de l'alimentation, les gens pourraient s'approvisionner sur les PAT, sur les projets alimentaires territoriaux, les AMAP et tout ça. ça pourrait à peu près, ça pourrait clairement aller dans ce sens-là. L'idée, c'est que du coup, donc il y ait ces caisses locales qui décident de quelle alimentation, de qu'est-ce qu'on met dans les magasins qui sont agréés. Et après, il y a la question du financement.
de, Voilà. de, de cette question-là. La question du financement, pour nous, il faut que ce soit financé par de la cotisation. Sur le même principe que la sécurité sociale de la santé. Donc, on cotise selon nos moyens. Donc, plus on est aisé, plus on cotise et on bénéficie selon nos besoins. Et voilà, on considère que tout le monde a à peu près les mêmes besoins et le chiffre de 150 euros, c'était un peu un chiffre qui Oui. a été choisi comme le chiffre du panier médian, mais bon, ce chiffre, il a été décidé il y a quelques années maintenant, qui prend pas en Ouais, il compte faudra un peu le. Oui, l'inflation, d'accord. etc. Mais voilà, la question de la cotisation, c'est extrêmement important aussi parce que ce n'est pas des impôts et des taxes, et du coup, c'est un financement qui pourrait être aussi protégé des gouvernements successifs, qui pourrait être plus difficilement détricotable par des gouvernements ultérieurs, et qui pourrait Ça être. permet de relocaliser, de garder les paysans, les nourriciers sur les Mm, territoires. Emploi non délocalisable, ben, on coche toutes mm. les cases parce qu'il y aura peu de transport. Et voilà, exactement. Du coup, là, on va au plus près. Oui, Et puis, c'est surtout, ça va permettre de solvabiliser un marché pour une installation massive de c'est paysans et ça. des paysannes sur le territoire qui est absolument nécessaire. On le rappelle, aujourd'hui, la situation, elle est Ah catastrophique oui. en termes de nombre de paysans. On était encore 1 million il y a 30 ans. Aujourd'hui, on n'est plus que 390 000. D'ici 2035, on est censé être plus que 275 000. Ouais, c'est Donc, ça. si rien n'est fait, il y aura plus de paysans. Ce sera une agriculture de firme, sans paysans, avec des agri-managers à la tête d'immenses fermes qui vont clairement continuer à bousiller les sols, à bousiller la biodiversité et qui n'auront que faire en fait du monde paysan, quoi. Moi, je Donc, pense que le bon curseur, ça serait sûrement autour d'un million de paysans dans un premier temps. Mais on n'y est pas. bah, nous, c'est ce qu'on revendique à la À conf. mon Euh, avis, hein, parce que si ouais, 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 carrément. on voit le pourcentage par rapport à la population, le modèle néolibéral veut qu'on ait plus que 0,5, moins d'1% de la population de paysans, parce qu'il faut toujours industrialiser. Mais ça, c'est une connerie. Ça détruit les Hum, emplois, ça met les gars sous pression, ça endette les paysans. Attention, on a oublié hum. de dire ça. Le modèle industriel endette les paysans. Faut pas l'oublier, ça. Ouais, ouais, c'est clair. Hein, et puis il y a cette question aussi du temps de travail, quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a de moins en moins de paysans aussi parce que il y a une crise des vocations, parce que ce Oui. manque de rémunération, il est compensé par une augmentation toujours plus du temps de travail, et donc on se retrouve de manière très régulièrement avec des cas à 70, 80 heures par semaine pour quelques centaines d'euros par mois. C'est Et ça. ça, en fait, c'est plus tenable. C'est pas Même s'il y a acceptable. cette question de la capitalisation, que voilà, à la fin, on revend sa ferme, etc. La situation, elle n'est pas tenable Non. sur toute la période de travail, quoi. Non, non. Donc Et puis même aujourd'hui, il y a. à la fin, si tu dégages pas de revenus, tu peux dire que la ferme elle vaut 600 000 euros. Si elle dégage pas de revenus, elle va pas se vendre 600 000 euros. Hmm, Ah oui, bon? oui, c'est sûr. Ah bah non. Et donc, d'un dernier mot, les élections chambres. Donc, les chambres d'agriculture où vous avez pris la main, vous allez essayer de mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation, du plus de local. Je pense à l'Ardèche, je pense aux Outre-mer. Vous allez essayer de mettre en place ça? Bah, déjà, ce sera aux confédérations paysannes locales de décider Voilà. ce qu'ils font. Mais effectivement, nous, la question de la relocalisation de la production pour nourrir localement est absolument centrale. On pense que, il y a besoin aussi dans ces chambres d'agriculture que ce soit un outil qui soit à l'écoute de l'ensemble des paysans et des paysannes, qui permettent de donner accès à des outils qui permettent d'installer réellement le plus de paysans et de paysannes. Donc, de vraiment d'avoir un outil efficace pour l'installation, d'avoir un outil efficace pour mettre en œuvre des projets alimentaires territoriaux qui pourraient permettre du coup voilà, le développement de certaines filières qui pourraient être à vocation locale, que ce soit sur des filières de fruits et légumes, de viande, qui pourraient permettre d'approvisionner
les cantines locales, Oui, oui, etc., quoi. Et donc, nous, clairement, la question des chambres d'agriculture, c'est un outil important pour des politiques locales, quoi. c'est Et ça. donc on est super content parce que du coup, on a obtenu trois nouvelles chambres d'agriculture Donc l'Ardèche, lors des alors, l'Ardèche, on a la Corse, voilà. euh, la Guyane, et on a gardé Mayotte puisque il n'y a pas eu les élections qui se sont Oui, oui, passées à cause du fait de. de la tempête. D'accord. Donc le Donc voilà. programme, oui, c'est bien la relocalisation et essayer de garder des fermes à taille humaine. Et puis après, le top, ça serait de revoir la PAC. Moi, quand j'étais au ministère, j'étais avec Yves Sauvaget et Jean Dinan, chez vous, là, de la Conf, entre autres, qui venaient. Il y avait Josia Palache aussi, ou comment, Laurent Pinatel. La convergence des aides, nous, en tant qu'appli national, on appuyait pour une convergence des aides, revoir la PAC. On n'avait pas eu gain de cause parce qu'avec la FNSEA, on pouvait rien Mm. faire. On Et puis sort il y a aussi la de. question des outils de transformation au niveau local, la question Ah des oui, abattoirs, la question de tout ça. En fait, ça permet quand même d'avoir un peu de pouvoir décisionnel dans ces outils-là. Et nous, on est extrêmement attachés à ce que, y ait des outils, notamment d'abattage tout à fait. sur les territoires qui sont en train de disparaître petit à petit du fait aussi voilà, Des de manque concentrations, c'est repris de par concentration, de manque de volonté. Bigard ou LDC. Et il y a des élus, moi je sais que j'ai rencontré quelques élus qui seraient prêts localement, peut-être à l'échelon d'un département, à refaire des petits outils de transformation. C'est faisable. Hmm. Ah oui, 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 totalement. Il y a plusieurs projets hein, un peu partout en France Et ça, qui c'est sont. une des solutions. Ouais. Parce que là, Ah oui, 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 c'est sûr. on maîtrise l'outil de transformation. Après, faudra gérer le gros méchant loup qui est la grande distribution. Mais on n'est pas obligé de passer que par les grandes distributions, hein. Il y a des petits magasins de producteurs qui existent, hein. Hmm. Ouais, ouais, tout à fait. Très bien. Eh ben, si tu as un mot de conclusion de la fin, de toute façon, je te réinviterai si tu es intéressé. Ton mot de conclusion, ça serait quoi? Le revenu? Bah ouais, bah, clairement, moi je pense que faut bien se rappeler que les questions d'alimentation, elles sont absolument centrales dans la société parce qu'elles concernent tout le monde. Que vraiment il y a un enjeu majeur à ce que l'ensemble du monde du monde politique, mais aussi de l'ensemble des citoyens prennent conscience de tous ces enjeux-là, les enjeux voilà, de l'accessibilité à l'alimentation de qualité dont j'ai parlé, les enjeux environnementaux, les enjeux aussi sociaux, voilà, de précarité du monde paysan, etc. Et que c'est des choses qu'il faut pas prendre à la légère et que malheureusement, aujourd'hui, les décisions politiques sont prises par des personnes qui n'ont pas forcément de volonté de faire avancer les choses dans le bon sens et que aujourd'hui, on a besoin de soutien dans ces questions-là, et donc il y a une urgence à ce que tout le monde pousse un peu pour qu'il y ait un changement de paradigme qui permette de stopper l'érosion des paysans et le fait que ce système qui est quand même assez mortifère perdure, quoi. Voilà, Ben, écoute, merci. C'est vrai que l'alimentation, c'est la santé. Souvent, on le rappelle pas, mais l'alimentation, c'est la santé, bien hein. sûr. Donc, c'est sûr qu'il faut aller vers un changement de modèle et essayer de mettre la pression sur les politiques qu'ils arrêtent d'écouter la FNSEA, puisque bon, bah, c'est la FNSEA qui dirige le ministère de l'Agriculture depuis l'après-guerre. Écoute, merci Thomas. Et puis, si tu as d'autres interventions à faire, tu me fais signe. S'il y a des messages à faire passer. La Pas de chaîne, moi souci. j'invite tout le monde, donc la chaîne, elle est pour faire passer des informations. Merci et à bientôt. Merci à toi Merci et Thomas. à une prochaine alors. Merci, à une prochaine.